pour ma part, en tout cas, l'intelligence artificielle, dans un premier temps, ne va pas remplacer tous les emplois, même si ça aura un impact significatif dans des emplois beaucoup routiniers. L'intelligence artificielle, par contre, va supprimer beaucoup de tâches. Et partagez surtout massivement cette vidéo. Partagez-la parce qu'effectivement, c'est une vidéo qui vous permettra de mieux comprendre les enjeux, les implications de l'intelligence artificielle dans l'avenir, surtout dans le domaine des transports. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Gabriel Mbenda, je suis ingénieur informatique de formation, mais également expert en conception de solutions d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'idée de cette vidéo, c'est de pouvoir vous expliquer comment l'on conçoit en pratique un système d'intelligence artificielle. Et pour ce cas, je vais prendre un exemple très concret qui aura un impact significatif dans notre quotidien et nous allons voir comment est-ce que l'on suit en pratique en tant que conception la mise en place d'un système d'intelligence artificielle. Alors, déjà, j'ai mon écran ici que je ne pourrais malheureusement pas vous montrer pour des raisons de commodité, mais toujours est-il que je vais vous expliquer de manière détaillée, disons, les étapes, les grandes étapes clés dans la conception d'un système d'intelligence artificielle. La conception aujourd'hui va porter sur la mise en place d'une IA qui est capable de détecter la fraude dans les transports en commun. Vous savez, la fraude dans les transports en commun, pour ceux qui vivent en France, en faisant quelques recherches, cela représente en moyenne 300 millions d'euros de chiffres par an. Je dis bien 300 millions de chiffres d'euros par an. C'est assez énorme pour une compagnie telle que la SNCF ou la RATP. En moyenne, on reste toujours dans ces chiffres-là pour de la fraude dans les transports en commun. Aujourd'hui, concrètement, nous avons des contrôleurs qui se promènent, qui sont situés dans des gares pour pouvoir suspecter des comportements frauduleux auprès de certains usagers et donc de les interpeller pour pouvoir donner des amendes, etc. contraventions. Vous le savez déjà. Je pense que la majeure partie de ceux qui regardent cette vidéo ont déjà au moins une fois dans leur vie essayer de frauder entre guillemets ou bien voyager sans titre de transport, parce qu'effectivement ces chiffres là, quand je regarde au niveau des chiffres des enquêtes, on constate effectivement que un cas sur deux en général, une personne sur deux a déjà fraudé dans les transports en commun. Et donc l'idée c'est de mettre par exemple, disons en France, parce que pour l'instant en tout cas la France est en retard dans la mise en place des systèmes d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, vous pouvez constater que il n'y a que deux pays qui se distinguent vraiment dans l'intelligence artificielle, la Chine et les États-Unis. Évidemment, parce qu'effectivement, ce sont ces deux pays qui mettent massivement des moyens en œuvre pour pouvoir développer les systèmes d'IA dans leur territoire. Donc, problématique ici, juste pour rappeler, on va essayer donc de comment développer une IA capable de détecter et prévenir la fraude tout en respectant, c'est très essentiel et très important dans une approche business, en respectant les normes de confidentialité, parce qu'effectivement, il ne suffit pas juste de faire de la surveillance massive, par exemple, tel que c'est fait en Chine, mais il faudrait que cela s'inscrive en respectant les normes de confidentialité. En Europe, par exemple, vous avez dû entendre parler de la norme RGPD, en anglais GDPR. Effectivement, donc cela, la mise en place de votre système ou de ce système-là va respecter ou doit respecter ces normes, effectivement, pour... Vous le savez déjà, et les données sont assez centrales dans la conception des solutions d'intelligence artificielle. Donc, on va concevoir notre système tout en respectant, en veillant à cette contrainte. Et l'importance aussi, pourquoi est-ce qu'on le fait? Évidemment, pour réduire les coûts. J'ai cité le chiffre de 300 millions d'euros par an de perte, c'est quand même assez énorme, sachant que le réseau ferroviaire massivement n'est pas assez pratique, parce qu'effectivement beaucoup d'usagers se plaignent de la logistique, des transports, des trains qui n'arrivent pas à l'heure et effectivement de plein d'autres problèmes. Donc ces 300 millions d'euros pourraient résoudre, du moins en tout cas atténuer ce genre de problématique et ce genre d'exaspération des passagers au quotidien. Le contexte, il est celui-ci. Comment est-ce que l'on va concevoir notre système? On va mettre en place, il nous faut, même si pour l'instant ce n'est pas encore pris en compte,
effectivement, parce que ça, c'est un cas futur qui va être, je pense, en tout cas, certainement, dans 5-10 ans, en tout cas, fait partie de la modernisation des systèmes en France et dans le monde entier, dans la généralisation de l'IA massif. Donc, il nous faut l'utilisation des caméras de surveillance, des capteurs et d'analyse de validation de tickets pour identifier les comportements frauduleux. Donc, on aura besoin de ces éléments-là pour pouvoir suivre, mettre en place 2 types d'actions, la surveillance et la détection des comportements frauduleux pour pouvoir donc prédire un comportement frauduleux et signaler éventuellement une fraude au niveau de la prise des transports en commun. Donc, la problématique, je viens de l'exposer. Cette fois-ci maintenant, je vous expose la méthodologie de résolution. Comment est-ce que on va s'y prendre pour pouvoir donc aborder ce problème? Je rappelle, donc formulation du but, l'IA doit identifier des fraudeurs en respectant la confidentialité et en minimisant les coûts. Formuler un problème très essentiel, il y a une approche très constructive et très riche effectivement dans la formulation du problème. Je vous donne tout de suite en fait cette approche, c'est de pouvoir utiliser un graphe d'état, ou c'est ce qu'on appelle effectivement en théorie des graphes, le fait de modéliser une situation donnée à partir d'états. Donc c'est-à-dire qu'on a ici par exemple un état cible, par exemple, on va se donner des états cibles, en fait, un état initial, à partir duquel on va pouvoir essayer d'arriver vers des états cibles. En fait, les états cibles, en fait, sont les états souhaités, les états dans lesquels on souhaite se positionner pour pouvoir effectivement dire si oui ou pas il y a fraude. Donc, pour notre problématique, je vous donne un exemple, par exemple, on va dire si un usager prend le train à une station A et son but c'est d'arriver à une station Z, l'état cible par exemple c'est la station Z et l'état initial c'est la station A. Tous les états intermédiaires B, C, D, etc. on va dire sont des états entre l'état initial et l'état final qui vont nous permettre de suivre en fait le parcours de l'usager au fur et à mesure. Et à chacun de ces états-là, on pourra donc suspecter ou surveiller les actions de l'usager pour pouvoir prévenir au moindre état si il a commis ou pas une fraude éventuelle. Donc, globalement, voilà comment cela se situe dans la théorie des graphes, pour notre cas ici. Alors, donc, les actions, dans notre cas, quelles sont les actions qu'il faut? Surveillance des passagers, je l'ai dit précédemment, analyse des validations des tickets. Donc, à travers les caméras de surveillance, les capteurs et les analyses de validation des tickets, cela va nous permettre de constituer la surveillance des usagers. Donc, le passage d'un état à un autre va être passé au crible de ces surveillances-là. Donc, d'un état à un autre, à chaque fois, le parcours du client sera implémenté à travers ces 3 types de surveillance. C'est dans ce cas qu'on va pouvoir donc prévenir ou suspecter un cas éventuel de fraude. C'est ce que l'on appelle également aussi un modèle de transition, parce qu'à chaque fois, on valide en fait ce modèle de transition avec ces critères. Comment l'IA réussit à identifier un éventuel cas de fraude? Effectivement, c'est l'IA simule ou explore les différentes actions. Donc, par exemple, si une surveillance vidéo détecte que je n'ai pas validé mon titre de transport, cela envoie un signal effectivement au réseau qui annonce que tel usager avec tel identifiant n'a pas validé un titre de transport. Bien sûr, je vous montrerai par la suite comment cela se traduit. Donc, cette fois-ci, on vient de montrer comment la méthodologie de résolution va s'effectuer en utilisant un graphe d'état. La troisième
mise en place de résolution du problème va être dans ce que l'on appelle la définition formelle même du problème. Donc, j'ai précisé les règles, les fraudes et effectivement les fraudes suspectées. Donc, on peut avoir un état où l'utilisateur ou l'usager est en règle, donc, et il a validé son ticket. Ça, c'est un état. Un autre état peut être un comportement suspect. Comportement suspect, le système n'est pas capable de dire avec une certitude de 100% que l'usager n'a pas validé son ticket. Donc, comportement suspect ou état suspecté. Cette fois-ci, on a un autre troisième état où la fraude est avérée. Donc, dans un état suspecté, le système va continuer à observer cet état avec les différentes possibilités, caméra de surveillance, analyse de vidéo, analyse de validation de ticket, et confirmer maintenant par la suite si l'état de fraude est avéré ou pas. Donc, 3 états par exemple. Les actions. Effectivement, j'ai précisé les caméras, les vidéos, etc. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur... Maintenant, puisqu'on vient de comprendre la problématique de manière globale, la mise en application, enfin, le processus de résolution de notre système d'intelligence artificielle, il nous faut choisir cette fois-ci le type d'algorithme en fait qui va nous permettre d'atteindre notre objectif. Il y a différents types d'IA que l'on pourrait utiliser. Les systèmes à base de règles en fait. Donc par exemple ici, ça peut être des systèmes où l'on écrit des règles logiques prédéfinies. Par exemple, si un passager ne valide pas son ticket, on déclenche tout de suite en fait une alerte. Donc ça, c'est une première approche. Une seconde approche peut être l'usage ou l'utilisation de l'apprentissage automatique, en anglais le machine learning, où ici on va prendre l'IA, on va faire en sorte que l'IA apprend à partir des données historiques pour faire des prédictions sans être explicitement programmée. Voilà. Donc ça, c'est l'approche la plus utilisée aujourd'hui lorsqu'il s'agit de déployer ou de développer des systèmes d'intelligence artificielle, le machine learning. Je pense que vous avez déjà dû entendre ce mot en long et en large. Voilà. Voilà la seconde approche que l'on pourrait utiliser, mais c'est pas fini parce qu'on peut utiliser également une autre approche au sein de l'apprentissage automatique, le deep learning ou l'apprentissage profond, l'apprentissage en couche de nœuds, de réseau. Ici donc, ça c'est vraiment pour des tâches plus complexes. Si par exemple dans notre modèle, il y a l'analyse des vidéos. Donc par exemple, on va prendre le cas où les vidéos de surveillance doivent analyser le comportement des usagers. Donc effectivement, il faudra se placer dans un cadre d'approche en apprentissage profond, en deep learning. Voilà les 3 types d'approches que l'on pourra utiliser pour pouvoir aborder notre problème. Cette fois-ci, maintenant, je viens de vous dire les éventuelles approches qui pourraient être utilisées. On va passer maintenant, cette fois-ci, à la collecte des données. Quelles sont les sources de données qui vont nous permettre d'atteindre notre objectif? Voilà, les sources de données doivent être variées pour effectivement avoir une situation plus claire de ce que c'est qu'une fraude éventuelle. Donc, la validation des tickets. Je mettrai effectivement en image à peu près un tableau qui pourra résumer les données que l'on aura besoin pour pouvoir résoudre notre problème. Donc ici, par exemple, on aura besoin des données passagers, les données de comportement des passagers et les données des actions de surveillance. Dans les données des passagers, je peux avoir les identifiants des passagers. Effectivement, vous avez une carte de transport où il y a un identifiant unique qui vous relie à cette carte de transport, effectivement. Votre heure d'entrée dans une station, votre heure de sortie, le temps intermédiaire entre l'entrée et la sortie dans un réseau de trafic, effectivement, c'est important de surveiller.
En fonction de votre temps, on pourrait savoir si oui ou pas vous avez un comportement suspect. Ok. Les données des comportements des passagers, on peut aussi avoir l'historique des fraudes passées. Si dans le passé vous avez déjà pu commettre des fraudes, ça aussi c'est important. Quelques données des actions de surveillance. On peut avoir des détections d'anomalies. Par exemple, on vous attribue un score d'anomalie ou distance par rapport au comportement moyen attendu. Ça, c'est des données. Je mettrai bien sûr en vidéo à peu près un tableau de ce que l'on pourrait constituer comme jeu de données pour pouvoir exploiter notre conception dans la mise en place de cette intelligence artificielle. Une fois donc ces données établies en votre possession, il vous faut donc nettoyer ces données ou les préparer. Le nettoyage des données, effectivement, passe par des actions du type, il faudrait éliminer les erreurs dans le sens où, par exemple, certaines données peuvent être manquantes dans votre collecte. Donc, on n'en a pas besoin. Il faudrait soit les remplacer par des jeux de données qui sont cohérentes ou effectivement les remplacer et constituer un nouveau jeu de données exhaustif. Il faudrait également annoter les données, donc étiqueter les données pour pouvoir entraîner l'un des modèles précédemment cités si on passe sur l'apprentissage profond en deep learning, dans le sens où les caméras de surveillance vont être capables d'analyser les usagers. Donc la collecte de données, la préparation, le nettoyage, etc. Autre aspect de la collecte des données par la suite, c'est la sélection des variables. Donc, il faudrait choisir quelles informations seront utilisées pour entraîner notre modèle. Dans le tableau précédemment que je vous ai montré, il faudrait voir quelles sont les données essentielles qui impactent significativement la prédiction d'un comportement frauduleux et s'en tenir uniquement à ces données-là. Ok? Ça peut être le temps d'attente, le comportement suspect, la validation du ticket. Il y a la transformation de certaines données qui, par exemple, dans l'approche de mise en application, c'est souvent normaliser ou encoder les données sous forme numérique. On peut prendre une donnée qui au préalable est une donnée sous forme algébrique, par exemple, ou une catégorie, et transformer cette catégorie en nombre, parce qu'effectivement, n'oubliez pas qu'il est beaucoup plus facile pour ces algorithmes de travailler avec des chiffres et ça pourrait faire avancer les choses plus rapidement. Donc, il y a cet aspect aussi à prendre en compte. C'est par exemple dans ce cadre, imaginez que vous avez dans l'approche apprentissage automatique, vous devez en fait choisir les bons ingrédients. Donc ici les ingrédients pour nous ce sont les bonnes données et les préparer. Donc en gros il faut nettoyer les données, les transformer pour que l'IA puisse les utiliser correctement. Je vais terminer maintenant ici dans le choix et l'entraînement du modèle. Donc une fois que notre algorithme de sélection, notre modèle a été choisi, par exemple dans ce cadre on pourrait choisir une régression logistique ou un réseau de neurones. Donc en restant dans cette approche, plus particulièrement sur l'approche réseau de neurones dans l'aspect deep learning. Donc on a plusieurs couches superposées et une couche contient plusieurs nœuds. Donc on va prendre cette approche-là. Il faudrait donc diviser aussi notre jeu de données sous forme de jeu de données d'entraînement pour apprendre les modèles et les données de tests effectivement pour évaluer la performance une fois l'entraînement terminé. En métaphore, on pourrait dire que c'est comme un sportif. Vous lui donnez des exemples, donc les données d'entraînement, et après vous vérifiez s'il a bien appris en le testant, donc pas les données de test. L'évaluation du modèle s'effectue effectivement avec une précision que vous devriez mettre en place, donc une métrique que vous devriez calculer, une formule, pour vérifier combien de fois l'IA a-t-elle bel et bien prédit la fraude en question. Ça c'est important, parce qu'il peut y avoir des faux positifs, des cas où l'IA semble avoir reconnu un comportement suspect et déclarer ce comportement comme étant suspect
toujours est-il que ça n'était pas un comportement, ça n'était pas une fraude avérée. Donc des faux positifs peuvent s'y glisser dans vos tests au final. Donc il faudrait mettre en place une métrique pour essayer de réduire au maximum ou de minimiser ces cas. Voilà. Donc voilà, je pense que je viens de vous donner de manière globale les étapes nécessaires à suivre pour la mise en place d'une intelligence artificielle, surtout dans ce cadre où l'on souhaite prédire la fraude dans les transports en commun. Imaginez que maintenant, là, je vais vous présenter le graphe d'état, à quoi éventuellement il pourrait ressembler. Supposons que ici nous avons un état, l'état initial. Donc, c'est par exemple l'état où l'usager entre dans une gare. On considère cet état-ci qu'il a un ticket valide. Donc, ticket valide, il va passer donc état E0 à l'état E1. Donc, l'état E1, on considère qu'ici, la validation, donc le système par la vérification, vidéo de surveillance, analyse de validation de tickets et des capteurs ont permis de valider que l'utilisateur à cet état a bel et bien un ticket valide. Maintenant, le deuxième état par exemple, ici à cet état initial, l'utilisateur, l'intelligence artificielle peut constater une absence de validation, donc l'utilisateur passerait à l'état E3. Donc l'état E3, l'intelligence artificielle identifie une absence de validation. À partir de cet état-là, on ne peut pas encore confirmer si fraude ou pas, il y a ou pas. Donc il faudrait continuer la surveillance. Donc effectivement, l'IA va, à travers toujours notre système de surveillance, de capteurs, d'analyse de validation de tickets et de surveillance vidéo, suivre la surveillance ou poursuivre la surveillance. Donc on va passer à un état E4. Ok, l'état E4 en fait c'est un état où on va effectivement atterrir pour pouvoir s'en assurer que le comportement est suspect. Donc ici l'utilisateur a déjà un comportement suspect. Donc suspect. Ok. À cet état, l'utilisateur a un comportement suspect. Ici, il entre ici à l'état initial. Et cet état, l'utilisateur a un ticket valide. Ici, cet état E3, on constate que l'utilisateur n'a pas validé son ticket, mais on ne le déclare pas encore. On poursuit la surveillance où on arrive ici à l'état E4. Donc ici, comportement suspect. Après que le comportement soit suspect, on continue également la surveillance pour pouvoir confirmer si oui ou pas c'est une fraude ou pas. Donc on va arriver à un état où l'utilisateur en fait va être dans un état E5 qui va constituer la décision finale de confirmation si le comportement suspect est valide. Donc dans ce cas, l'utilisateur n'a pas de ticket, et si ce n'est pas valide, c'était un faux cas. Donc on revient à l'état E1 où l'utilisateur avait un ticket valide. Voilà donc globalement dans un graphe simplifié, bien sûr c'est une approche très simplifiée du comportement de notre intelligence artificielle au sein d'une gare qui pourra être mis en place pour pouvoir faire de la surveillance de manière générale. Et avec les différentes approches que je vous ai montrées tout à l'heure, enfin plutôt expliqué la manière dont les données sont collectées, ce dont on a besoin, caméra, capteur, validation de ticket et les jeux de données, le modèle d'algorithme choisi, on va pouvoir donc entraîner notre intelligence artificielle à ce qu'il soit capable, in fine, de prédire avec un taux assez conséquent et significatif la fraude dans les transports en commun.
Je vous garantis que ce genre de système, les amis, ça viendra et c'est même déjà en œuvre, j'en suis presque sûr, parce que je travaille dans le domaine et je vois à peu près ce dont les grands décideurs sont en train de mettre en place pour pouvoir anticiper et minimiser les coûts au niveau du secteur du transport en commun. Likez, partagez surtout massivement cette vidéo, partagez-la parce qu'effectivement c'est une vidéo qui vous permettra de mieux comprendre les enjeux, les implications de l'intelligence artificielle dans l'avenir, surtout dans le domaine des transports. Et bien sûr, pour ceux qui sont dans ce domaine, par exemple, je fais référence au contrôleur. Je ne suis pas, pour ma part en tout cas, l'intelligence artificielle dans un premier temps ne va pas remplacer tous les emplois, même si ça aura un impact significatif dans des emplois beaucoup plus routiniers. L'intelligence artificielle par contre va supprimer beaucoup de tâches. Donc plutôt que de vous concentrer sur une tâche qui n'apporte pas une grande plus-value parce qu'effectivement elle est manuelle et routinière, il faudrait mieux en fait penser dans quel cadre vous pourrez utiliser l'intelligence artificielle ou être en symbiose avec les outils sur l'IA pour pouvoir mieux effectuer votre tâche. Voilà donc dans le mindset qu'il faudrait avoir si vous êtes dans un domaine en particulier pour bien prendre en compte l'IA dans votre secteur donné. Je m'arrête là. Likez, partagez une fois de plus. On se revoit la prochaine pour d'autres vidéos explicatives où bien sûr j'expliquerai toujours en détail la manière dont est conçu certains systèmes d'intelligence artificielle. C'était Gabriel Mbenda. Je vous dis merci de m'avoir suivi. Au revoir.